le nouveau mari de ma mère part en vacances avec elle et ses propres enfants. Tout en me laissant seul à la maison, sans dire un mot. Alors, je pars m'installer chez mon père, et là, tout dérape complètement. J'ai 16 ans, et cela fait 2 ans qu'Eddie est marié à ma mère. Il a 2 fils, âgés de 15 et 12 ans. Dès le premier jour, tous les 3 m'ont traité comme si j'étais invisible. Eddie ne me regarde même pas, quand j'entre dans une pièce. Ses enfants me croisent dans le couloir, comme si j'étais un fantôme. J'ai tout essayé, être gentille, ne pas me mettre en travers de leur chemin. Et même proposer mon aide pour diverses tâches. Rien ne fonctionne. Maman dit qu'Eddie a juste besoin de temps pour s'adapter. Qu'il n'est jamais sorti avec quelqu'un qui avait des enfants auparavant, ce qui est insensé. Car il a littéralement 2 enfants à lui. Le jeudi matin, je me réveille à 7 heures pour aller à l'école. La maison semble bizarre, beaucoup trop calme. Je regarde l'allée par ma fenêtre, et la voiture de maman n'est plus là. Le camion d'Eddie n'est plus là non plus. J'envoie un SMS à maman, tu es où? Rien. J'appelle, je tombe directement sur sa messagerie vocale. Je descends l'escalier, et c'est là que je le vois, un post-it jaune. Posé sur le comptoir de la cuisine. De retour dimanche. Argent pour la pizza dans le tiroir. Ce n'est même pas un mot de maman. C'est d'Eddie. Je vérifie le tiroir. Il y a 40$ et un coupon pour pizza acheté. 4 jours. Ils m'ont laissé là, pendant 4 jours, sans dire un seul mot. Je reste assise là, à fixer ce mot pendant environ 20 minutes. En essayant de comprendre ce que j'ai bien pu faire de mal, cette fois-ci. Puis, à 14 heures, je fais défiler Instagram pendant le déjeuner, et je vois ça. La story de maman, ils sont tous les 4 à l'aéroport. Story suivante, l'entrée de Disney World. Suivante, tous les 4 portant des oreilles de Mickey assorties, avec d'immenses sourires. Ils sont allés à Disney World. Ce voyage, je les ai entendus le préparer pendant des semaines. Le voyage dont maman disait, quand je posais des questions à ce sujet. Qu'il était, réservé aux adultes. Je prépare un sac, et je conduis jusqu'à la maison de mon père. Il ouvre la porte, l'air confus, car c'est techniquement le mois de maman pour me garder. Mais quand il voit mon visage, il me tire simplement à l'intérieur. Ce soir-là, nous sommes assis dans son salon. Et je lui raconte tout, comment ils sont partis sans me prévenir, le mot. Les publications sur Instagram. Mon père devient de plus en plus silencieux, ce qui n'est jamais bon signe. Puis, il prend cet air vraiment étrange. Il sort son téléphone, et ouvre son application bancaire. Il fait défiler l'écran pendant 1 minute, puis tourne l'écran vers moi. Regarde ça, dit-il. C'est une liste de transactions. Chaque ligne indique, paiement à Diane, fonds de voyage familial. Diane, c'est ma mère. Chaque versement est de 800$. Cela remonte à 18 mois. Qu'est-ce que c'est, je demande. La mâchoire de mon père est crispée. 6 mois après leur mariage. Eddie m'a appelé. Il a dit qu'il voulait construire une meilleure relation avec toi. Il a dit qu'il prévoyait des voyages en famille. Mais que l'argent était un peu serré avec 3 enfants. Il m'a demandé si je pouvais contribuer à un fonds de voyage. Pour que tu sois incluse dans tout ce qu'il faisait. Mon estomac se noue. Il a dit que cela compterait beaucoup pour ta mère, que tu te sentirais enfin comme un membre de leur famille. J'ai envoyé 800$ chaque mois. Depuis 1 an et demi. Je fais le calcul dans ma tête, 14,4 cents. Ils t'ont emmené en voyage, n'est-ce pas? Demande papa. Le camping, l'été dernier? La maison à la plage? Je secoue la tête. Je n'ai jamais rien fait avec eux. Jamais. Le visage de mon père passe de la confusion à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une rage pure. Il se lève, et se dirige vers son bureau. Je l'entends au téléphone. Jerry, c'est Paul. J'ai besoin de toi demain matin, dès la 1re heure. Oui. C'est urgent. Fraude,
aliénation parentale, la totale. Jerry est un ami avocat de mon père, qu'il connaît depuis la fac. Le lendemain matin à 9 h, l'avocat de papa envoie une lettre formelle à Eddie et à maman. Les accusations, fraude, détournement de fonds, aliénation parentale. En pièce jointe, une demande de garde exclusive. Ainsi qu'une mise en demeure pour le remboursement immédiat de 400 $, plus les intérêts. Le premier appel de maman arrive à 9 h 47, puis 9 h 51, puis 10 h 03. À midi, elle a appelé 47 fois. Je ne réponds à aucun d'eux. Eddie appelle papa une fois. Papa met le haut-parleur. Eddie essaie de s'expliquer, disant que c'était un « malentendu » et que l'argent était allé dans un fonds général pour la maison, ce qui, techniquement, me profitait. Papa se contente de dire « on se voit au tribunal », puis il raccroche. Le mardi après-midi, avec 3 jours d'avance sur le planning prévu. J'entends la voiture de maman s'arrêter dans l'allée de papa. Je regarde par la fenêtre alors qu'elle sort, le visage rouge. Portant toujours son t-shirt Disney World. Eddie n'est pas avec elle. Elle frappe à la porte. Papa la laisse entrer, et elle s'effondre sur le canapé, comme si ses jambes ne la portaient plus. Eddie vient de dire à ses fils que je ne les aimais pas comme une vraie mère le devrait. Dit-elle d'une voix atone. Il a raison. Quand je suis avec eux, je dois jouer la comédie à chaque seconde. Avec toi. Je pouvais simplement exister. Elle me regarde avec des yeux vides. L'argent de ton père m'achetait des pauses. Des moments où je n'avais plus besoin de faire semblant. Une portière claque à l'extérieur. Le camion d'Eddie est maintenant dans l'allée. Il en sort en tenant un sac de sport, et s'avance vers la porte. Les garçons sont dans la voiture, dit-il à maman sans même la regarder. Tu viens ou tu restes? Elle se lève, pétrifiée. Eddie, attends. Il fait déjà demi-tour. 30 secondes, Diane. Maman ne bouge pas. Elle reste là, sur le seuil de la porte, à regarder le camion d'Eddie. Et je vois ses mains trembler. Les 30 secondes passent. Eddie démarre le moteur. Ses phares balaient le mur du salon alors qu'il recule. Et puis, il disparaît. Maman se rassoit sur le canapé, et cache son visage dans ses mains. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je le sors et vois un SMS d'un numéro que je ne connais pas. Papa dit que ta mère nous a abandonnés sans prévenir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fils aîné d'Eddie. Je ne sais même pas comment il a eu mon numéro. Je fais une capture d'écran de la photo du post-it que j'avais prise le matin du départ. Ainsi que des stories Instagram de Disney, puis je lui envoie les deux. 3 petits points apparaissent immédiatement, signe qu'il écrit vite. Putain. Il a dit que tu ne voulais pas venir. Je fixe ce message. Mes doigts planent au-dessus du clavier, mais je ne sais pas quoi dire. Le fils aîné envoie un autre SMS avant que je ne puisse répondre. Il nous a dit que tu avais été clair, que tu n'étais pas intéressé par les trucs de famille. Que tu préférais rester seul. Je réponds. Je demande à venir en voyage depuis que ton père a épousé ma mère. Il a toujours dit non. La réponse est immédiate, pourquoi mentirait-il à propos de ça? Je ne réponds pas, parce que, honnêtement, je n'en sais rien. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut bien répondre à ça? Ton père m'exclut systématiquement depuis 2 ans. Rien que de l'écrire dans ma tête, ça semble dingue. Maman est toujours assise sur le canapé, le visage dans les mains. Papa est dans la cuisine en train de faire du café, même s'il est presque 20 h. Personne ne parle. On dirait qu'il y a eu un mort dans la maison. Mon téléphone vibre à nouveau, est-ce que je peux t'appeler? Je regarde maman et papa. Maman ne bouge pas. Je monte à l'étage dans la chambre d'amis, et je réponds, oui. Le téléphone sonne 5 secondes plus tard. Je réponds, et j'entends 2 voix, le fils aîné et son jeune frère sur haut-parleur. On doit te demander quelque chose, dit l'aîné, la voix serrée. Quand exactement as-tu dit à notre père que tu ne voulais pas venir à Disney? Je n'ai jamais dit ça. Je n'étais même pas au courant pour Disney.
Jusqu'à ce que je voie les posts Instagram. Il y a un silence. Je les entends chuchoter entre eux. Puis le plus jeune prend la parole. Il a dit que tu lui avais dit il y a plusieurs semaines que tu ne voulais pas y aller. Que les parcs d'attractions, ce n'était pas ton truc. Il ment. J'aurais tué pour aller à Disney World. Ouais, dit l'aîné doucement. On commence à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le plus jeune répond cette fois. Ça fait genre 2 ans qu'il dit des trucs sur toi. Que tu ne nous aimes pas? Que tu nous trouves agaçants? Que tu as demandé à ta mère si tu pouvais vivre chez ton père à plein temps. Parce que tu détestes notre famille. Ma poitrine se serre. Je n'ai jamais dit rien de tout ça. On sait. On n'est pas stupide, le ton de l'aîné est maintenant colérique. Après que tu as envoyé ces captures d'écran. J'ai commencé à repenser à toutes les fois où il disait que tu ne voulais pas traîner avec nous. Par exemple, il nous disait que tu avais d'autres projets quand on t'invitait, mais après. On te voyait juste assise dans ta chambre à faire tes devoirs. Il m'a dit que vous ne vouliez pas de moi, je leur dis. Quoi, lancent-ils tous les deux en même temps? Il a dit que vous lui aviez dit que c'était gênant quand j'étais là. Que vous vouliez passer du temps juste avec lui et maman. Le fils aîné laisse échapper un bruit étouffé, comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Ce n'est pas vrai. On te connaît à peine parce qu'il te garde à l'écart de nous. Nous restons tous silencieux pendant une seconde. Puis le plus jeune demande, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Personne n'a de réponse. Cette nuit-là, je n'arrive pas à dormir. Je repense à chaque voyage qu'ils ont fait sans moi. Le camping l'été dernier, la maison de plage en mai. Ce week-end à la montagne pour l'anniversaire de l'aîné. À chaque fois, Eddie disait que je ne pouvais pas venir pour une raison qui semblait réelle. Trop de monde dans la voiture, pas assez de place dans la location. Ou alors des activités, spécifiques à l'âge, de ses fils. Et je l'ai cru. Je l'ai vraiment cru. Le lendemain. Je suis dans la cuisine de papa en train de préparer le petit déjeuner quand mon téléphone sonne. C'est encore le fils aîné. On l'a confronté, dit-il dès que je réponds. Pas de bonjour, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a demandé pourquoi tu n'étais pas à Disney. S'il avait dit à ton père qu'il voulait que tu sois incluse. L'aîné semble marcher, il respire fort. Il a dit que tu avais été clair sur le fait que les voyages en famille ne t'intéressaient pas. Je lui ai demandé quand tu lui avais dit ça, genre. La conversation précise. Il n'a pas pu répondre. Il a juste continué à dire que tu avais fait des commentaires au fil du temps qui rendaient la chose évidente. La voix du plus jeune résonne en arrière-plan, alors je lui ai demandé quels commentaires. Et il a dit qu'il ne se souvenait pas des mots exacts, mais que le message était clair. Donc, il n'a aucune preuve. Aucune preuve de rien du tout. L'aîné reprend. Puis il a commencé à s'énerver contre nous parce qu'on le remettait en question. Il a dit qu'on était manipulé par toi. Par tout le monde, ton père, ta mère, toi. Il a dit qu'on était trop jeunes pour comprendre les relations entre adultes. J'entends une porte claquer de leur côté. Vous êtes où, là? On marche vers l'épicerie du coin. On avait besoin de sortir de la maison. La voix de l'aîné baisse d'un ton. Il agit comme un fou. Il n'arrête pas de dire que ta mère l'a abandonné. Et que tu nous as empoisonnés contre lui. Je vous parle à peine. Exactement. C'est ce que j'ai dit. Comment pourrais-tu nous empoisonner alors qu'on n'a jamais de conversation? Il marque une pause. Il n'avait pas de réponse pour ça non plus. Cet après-midi-là, Eddie se présente chez papa. Je suis seul à la maison, car papa a dû aller au bureau pour quelques heures. Et maman est partie faire les courses. Je vois son camion s'arrêter par la fenêtre, et tout mon corps devient glacé. Il sort, et se dirige droit vers la porte d'entrée. Je songe à ne pas répondre, mais il m'a déjà vu à travers la vitre. J'ouvre la porte, mais je laisse la chaîne de sécurité. J'ai besoin de voir ta mère, dit-il. Il refuse toujours de me regarder directement.
Elle n'est pas là. Quand sera-t-elle de retour? Je n'en sais rien. Il pose sa main sur le cadre de la porte. C'est important. Je dois lui parler des garçons. Envoie-lui un SMS. Elle ne répond pas à mes messages. Sa voix devient plus forte. C'est entre Diane et moi. Tu dois me dire où elle est. Je ne sais pas où elle est. Il s'approche, et je peux sentir son eau de Cologne, la même qu'il porte toujours. Tu fais ça exprès. Tu l'empêches de me voir. Elle est au supermarché, Eddie. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Il pousse la porte, et la chaîne de sécurité s'entrechoque bruyamment. Mes fils ne me parlent plus à cause de toi. Diane ne répond plus à mes appels à cause de toi. Tu es en train de détruire ma famille. Je recule de la porte. Tu dois partir. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas parlé à Diane. Il pousse la porte à nouveau, plus fort cette fois. La chaîne tremble, on dirait qu'elle va rompre. Je sors mon téléphone et j'appelle papa. Il répond à la deuxième sonnerie. Eddie est ici, il essaie de forcer la porte. La voix de papa devient d'un calme mortel. Enferme-toi dans la salle de bain. Je suis là dans 5 minutes. Je raccroche, et Eddie pousse toujours la porte. Laisse-moi entrer. Je veux juste parler. Papa arrive. Tu devrais partir avant qu'il ne soit là. Cela fait s'arrêter Eddie. Il recule d'un pas, et passe ses mains dans ses cheveux. Je n'essaie pas de te faire peur. J'ai juste besoin de régler ça. Tu ne peux pas régler ça. Si, je le peux, si seulement tout le monde acceptait de m'écouter. On t'a écouté. C'est bien ça le problème. Il me fixe à travers l'entrebâille de la porte, et son visage se crispe. Avant de se durcir à nouveau. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'essayer de recomposer une famille, dit-il. Tu n'es qu'une gamine. Alors pourquoi as-tu pris l'argent de mon père? Il tressaille, comme si je l'avais giflé. Cet argent était pour les dépenses de la maison. Ce n'est pas ce que tu lui as dit. J'ai dit que cela aiderait à l'intégration familiale. Cela inclut les dépenses du foyer. Tu as parlé de voyage en famille. Tu as dit que c'était pour que je me sente incluse. Ce sont tes mots exacts. Le visage d'Eddie devient rouge vif. Ton père déforme tout pour me faire passer pour le méchant. Il m'a toujours détesté. Il ne te connaissait même pas avant que tu n'épouses maman. Exactement. Il me déteste parce que je l'ai remplacé. Je m'apprête à répondre quand j'entends la voiture de papa entrer dans l'allée. Eddie l'entend aussi, et s'éloigne de la porte. Papa sort, et remonte l'allée. Il est toujours dans ses vêtements de travail, mais sa cravate est enlevée. Et ses manches sont retroussées. Tu dois partir, dit papa. Sa voix est calme, mais ses poings sont serrés. Eddie se redresse. Je suis venu voir Diane. Elle ne veut pas te voir. Tu ne parles pas pour elle. En fait, si. Elle reste ici parce qu'elle ne se sent pas en sécurité chez toi. Papa s'interpose entre Eddie et la porte. Et tu viens d'essayer de forcer l'entrée de ma maison. Alors que mon enfant était seul ici. Alors, tu vas partir avant que j'appelle la police. La mâchoire d'Eddie se contracte. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as envoyé cette lettre d'avocat. Et tu as monté tout le monde contre moi. J'ai envoyé cette lettre parce que tu as commis une fraude. Tu m'as pris 400 $ sous de faux prétextes. Ce n'était pas une fraude. L'argent est allé au foyer. Montre-moi les reçus alors. Montre-moi exactement comment cet argent a été dépensé pour des voyages qui incluaient ma fille. Eddie ne dit rien. C'est bien ce que je pensais, dit papa. Pars. Maintenant. Eddie me regarde à travers la porte une dernière fois. Ses yeux sont rouges et humides. J'essayais de protéger mes fils. C'est tout ce que j'ai jamais fait. En mentant à tout le monde, je demande.
Il se tourne, et retourne vers son camion sans répondre. Nous le regardons partir, puis papa entre. Il vérifie la chaîne et le cadre de la porte. Il t'a fait du mal? Non, il a juste poussé la porte, sans arrêt. Papa me prend dans ses bras, et je sens son cœur battre fort à travers sa chemise. S'il revient quand je ne suis pas là. Tu appelles le 911. Tu ne lui parles pas. Tu n'ouvres pas la porte. Tu appelles le 911. D'accord? D'accord. Maman rentre 20 minutes plus tard avec des sacs de courses. Papa lui raconte ce qui s'est passé, et elle devient livide. Elle s'assoit à la table de la cuisine, et sort son téléphone. Je vais demander une ordonnance de protection, dit-elle. Elle appelle son avocat, et ils parlent pendant 30 minutes. Quand elle raccroche, elle nous regarde tous les deux. Il pense que nous en avons assez pour une ordonnance temporaire. La fraude. La tentative d'effraction, le harcèlement. Il dépose les documents demain. Ce soir-là, le fils aîné d'Eddie m'envoie un nouveau SMS, « Papa vient de rentrer. Il est en plein craquage. Il a dit que ton père l'avait menacé. » Je réponds, « Il a essayé de forcer la porte de la maison, alors que j'étais seul. » Les 3 petits points apparaissent, et disparaissent environ 4 fois. Puis, tu es sérieuse? Ouais. Ton père poussait la porte, et criait. Oh merde. Ta mère va bien? Elle demande une ordonnance de protection. Encore les 3 points. Tant mieux. Il agit comme un dément. Il est rentré. Et a commencé à hurler que toute ta famille se liguait contre lui. Puis il s'est enfermé dans sa chambre. Le plus jeune m'envoie un message d'un numéro différent, 5 minutes plus tard. Mon frère m'a montré ce que papa a fait. On ne se sent pas en sécurité ici. Je ne sais pas quoi leur dire. Ce sont ses enfants. Où pourrait-il aller d'autre? L'aîné envoie un autre message, on peut t'appeler. Oui. Le téléphone sonne, et ils sont à nouveau tous les deux sur haut-parleur. On veut rester chez notre mère pendant un moment, dit l'aîné. Mais papa ne répond pas à ses appels concernant le changement de planning de garde. Elle est où, votre mère? À environ 40 minutes d'ici. On est chez elle un week-end sur 2. Mais on veut y rester jusqu'à ce que papa se calme. Le plus jeune intervient, il nous fait peur. Il n'arrête pas de se parler à lui-même. Et de claquer les portes. Vous ne pouvez pas simplement aller chez elle? Pas sans permission. L'accord de garde dit qu'il doit l'approuver. L'aîné semble frustré. Et là, il n'approuve rien du tout. Je raconte à papa ce qu'ils ont dit. Il réfléchit une seconde, puis appelle son avocat. Ils discutent quelques minutes, puis papa me tend le téléphone. La voix de Jerry résonne, si ces garçons ne se sentent pas en sécurité. Leur mère peut venir les chercher. Et s'occuper des conséquences juridiques plus tard. Les juges des affaires familiales ne voient pas d'un bon œil les parents qui menacent leurs enfants. Je transmets l'information au fils d'Eddie. L'aîné dit, d'accord, on appelle maman tout de suite. Il raccroche. 1 heure plus tard, l'aîné m'écrit, maman est là. On s'en va. Papa perd les pédales. Qu'est-ce qu'il fait? Il est debout dans l'allée. Il bloque sa voiture. Il hurle qu'on est tous en train de l'abandonner. Vous avez appelé la police? Maman l'a fait. Ils sont en route. Je montre les messages à papa. Il les lit, et son visage se durcit. Eddie est en train de sombrer. Maman entre dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Papa lui montre les messages. Elle les lit, puis s'assoit. Ces pauvres enfants. Ils ne méritent pas ça. Personne ne mérite ça, je dis. 20 minutes plus tard, le fils aîné envoie une photo. C'est Eddie, assis sur le bord du trottoir, la tête dans les mains. 2 voitures de police sont garées dans l'allée. La légende dit. Il nous laisse partir. Papa a reçu un avertissement pour avoir bloqué la voiture. Puis un autre message. Merci de nous avoir dit la vérité.
On aurait dû t'écouter il y a bien longtemps. Je ne sais pas quoi répondre, alors j'envoie simplement un pouce levé. Les jours suivants sont calmes. L'avocat de maman dépose la demande d'ordonnance de protection. Eddie ne revient pas chez papa. Mais il commence à envoyer des SMS à maman depuis différents numéros. Elle les bloque un par un. Il m'envoie un message une fois, d'un numéro inconnu, parlons-en. Juste nous deux. Je t'expliquerai tout, sans que tout le monde se ligue contre moi. Je fais une capture d'écran, et je la montre à papa et maman. Papa dit, ne réponds pas. Il essaie de t'isoler. Maman ajoute, ne rentre pas dans son jeu. Mais je suis fatigué de me taire. Je réponds, si tu veux t'expliquer, fais-le devant tes fils. Ils méritent la vérité. La réponse arrive vite, très bien. Demain, chez moi. Amène ta mère. Je leur montre le message. Maman secoue la tête. Absolument pas. Il ne dira jamais la vérité à moins que tout le monde ne soit présent, je dis. Sinon, il continuera de mentir. Papa croise les bras. Si tu y vas, j'y vais aussi. Maman nous regarde tour à tour. C'est probablement une mauvaise idée, je dis. Mais je veux entendre ce qu'il a à dire quand il ne pourra plus esquiver les questions. Le lendemain, nous arrivons devant chez Eddie à 16h. Ses deux fils sont déjà là, assis sur les marches de devant. Ils sont venus de chez leur mère. L'aîné se lève quand il nous voit. Il nous a fait promettre de l'écouter jusqu'au bout, dit-il. Est-ce que vous avez promis, je demande. On a dit qu'on écouterait. On n'a pas dit qu'on le croirait. Nous entrons tous à l'intérieur. Eddie est dans le salon, assis sur le canapé, les mains jointes. Il a une mine affreuse, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux sont en bataille, et il porte le même t-shirt qu'il y a 2 jours. Quand il nous voit tous ensemble, il se lève. Je tiens à m'excuser si j'ai blessé quelqu'un. Le fils aîné le coupe. Est-ce que tu as menti à leur père à propos de l'argent? Eddie cligne des yeux. Je n'ai pas menti. J'ai juste... Je l'interromps cette fois. Oui ou non? Est-ce que tu lui as dit que l'argent servirait à des voyages où je serais incluse? Eddie regarde ses fils. Il sait qu'il ne peut plus esquiver. On peut le voir sur son visage et il calcule. Oui, mais les circonstances ont changé. Le plus jeune se penche en avant sur son siège. Quelles circonstances? Eddie hésite. Il cherche quelle version de l'histoire raconter, quel mensonge pourra passer. Ton frère et moi avons discuté. Et nous étions d'accord pour dire qu'il valait mieux faire des voyages juste entre nous au début. Pour souder notre noyau familial. L'aîné se lève si vite que sa chaise racle le sol en arrière. Je n'ai jamais dit ça. Tu ne m'as jamais rien demandé. Eddie lève les mains, comme pour calmer un animal sauvage. Tu n'avais pas besoin de le dire directement. Tu l'as sous-entendu quand tu as dit que tu voulais passer du temps entre père et fils. La voix de l'aîné se brise, tout en devenant plus forte. J'avais 12 ans. Je ne savais pas que tu utilisais ça pour les exclure. Et pour voler l'argent de leur père. Le silence se fait total dans la pièce. Le visage d'Eddie est rouge, et ses mains tremblent. Maman prend la parole pour la première fois depuis que nous sommes assis. Sa voix est basse, mais elle transperce le silence. Eddie, pourquoi les as-tu laissés seuls à la maison pendant 4 jours? Eddie se tourne vers elle brusquement, comme s'il n'attendait que ça. Tu étais au courant pour le voyage. Tu aurais pu dire quelque chose. La voix de maman se durcit d'une manière que je n'avais jamais entendue. Tu m'as dit que c'était réservé aux adultes. Et puis, tu as emmené tes fils. Tu m'as regardé dans les yeux, et tu m'as menti. Eddie frappe la table basse du poing, et tout l'appartement semble trembler. Un verre d'eau se renverse, et roule sur le tapis. Parce que ton gosse rendait tout plus difficile. Chaque fois que j'essayais de souder cette famille. C'était elle le problème. Je me lève. Mes jambes sont bizarres, toutes tremblantes, mais je m'oblige à le regarder en face. Dis-le-moi en face.
Et puis, dis-moi ce que j'ai fait qui t'a poussé à mentir à tout le monde. Eddie me regarde directement pour la première fois depuis des mois, peut-être. Et la vérité jaillit enfin, laide, brute et désespérée. Tu existais. Tu étais un rappel constant que Diane avait eu toute une vie avant moi. Et mes fils le savaient. Chaque fois que tu étais là. Il se rappelait qu'il n'était pas sa priorité absolue. Alors? J'ai fait en sorte que tu ne sois pas là. Personne ne bouge. Personne ne respire. Le fils aîné fixe son père comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Le plus jeune a la bouche ouverte. Tu les as exclus, dit l'aîné doucement, la voix tremblante, parce que tu étais jaloux. Eddie réalise ce qu'il vient de dire. Son expression change, et il tente de faire marche arrière, bafouillant ses mots. Non, je voulais dire ce n'est pas j'essayais de protéger. Mais le plus jeune se dirige déjà vers la porte. Il ne court pas, il marche d'un pas régulier. Comme s'il ne pouvait plus supporter de rester dans cette pièce. Maman se lève et le suit. Papa est déjà debout. Je regarde Eddie une dernière fois. Il est toujours assis là, la main sur la table basse, comme pétrifié. Tu n'as pas seulement menti, je lui dis. Tu m'as effacé parce que je te faisais te sentir petit. Le visage d'Eddie se décompose comme du papier mouillé. Ses mains se tendent, comme s'il allait m'attraper le bras, mais je me détourne déjà. Derrière moi, j'entends la voix de l'aîné, glaciale et définitive, ne m'appelle plus. La porte se referme derrière nous, et nous nous retrouvons sur les marches de devant. Le plus jeune est déjà à leur voiture avec sa mère. Le fils aîné me regarde. Je suis désolé, dit-il. Pour tout. Pour l'avoir cru. Tu ne savais pas. J'aurais dû demander, il secoue la tête. Toutes ces fois où il disait que tu ne voulais pas venir, j'aurais dû te le demander moi-même. Ce n'est pas de ta faute. Il monte en voiture avec son frère. À travers la vitre, je vois qu'ils pleurent tous les deux. Leur mère recule de l'allée, et ils disparaissent. Maman, papa et moi restons là un instant. Puis maman dit, rentrons à la maison. Nous rentrons chez papa en silence. Une fois à l'intérieur, maman va directement dans la chambre d'amis. Je l'entends au téléphone avec son avocat, parlant de l'ordonnance de protection. Des modifications de garde, et des papiers du divorce. Papa prépare le dîner, mais personne ne mange vraiment. Nous restons là, à pousser la nourriture dans nos assiettes. Mon téléphone vibre. C'est le fils aîné, mon frère et moi avons discuté. On va dire au tribunal ce qu'il a dit. Sur le fait qu'il t'a exclu par jalousie. Ils doivent le savoir. Je montre le message à papa. Il le lit, et hoche la tête. C'est bien. Il devrait le faire. Cette nuit-là, je n'arrive toujours pas à dormir. Je repense sans cesse au visage d'Eddie quand il a dit « tu existais ». Comme si c'était suffisant. Comme si le simple fait d'être en vie était un crime. Le lendemain matin, l'avocat de maman appelle. L'ordonnance de protection temporaire est approuvée. Eddie ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres de maman, de moi, ou de la maison de papa. S'il l'enfreint, il va en prison. Est-ce que cela couvre ses fils, demande maman. L'avocat marque une pause. Non, ils devront déposer leur propre demande. Maman le remercie, et raccroche. Elle appelle l'ex-femme d'Eddie, et elle discute pendant 1 heure. Quand elle raccroche, elle nous annonce que les fils déposent également leur propre demande d'ordonnance contre Eddie. L'ex-femme le traîne à nouveau en justice pour obtenir la garde exclusive. Elle a dit qu'il s'était présenté chez elle hier soir en hurlant, dit maman. Les voisins ont appelé la police. Est-ce qu'il va bien, je demande. Et je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Non, répond maman, il ne va pas bien du tout. 2 jours plus tard, papa reçoit un appel de son avocat. L'avocat d'Eddie a envoyé une réponse à la plainte. Ils prétendent que les 14,4 cents étaient un cadeau, et non une fraude. Ils n'ont aucun document prouvant que les voyages m'incluaient car, selon l'avocat d'Eddie, l'argent a été utilisé pour des dépenses générales du foyer ayant profité à tous les membres de la famille.
Y compris l'enfant du demandeur. Est-ce qu'ils peuvent faire ça, je demande. La mâchoire de papa est serrée. Ils peuvent essayer. Mais nous avons les SMS originaux d'Eddie disant que l'argent était spécifiquement destiné au voyage en famille. Jerry dit que c'est une défense très fragile. La date du procès est fixée dans 6 semaines. En attendant, les fils d'Eddie commencent à venir chez papa. Au début, c'est un peu gênant car nous ne nous sommes presque jamais parlé. Mais l'aîné brise la glace. Alors, tu n'as vraiment jamais dit à papa que tu ne voulais pas traîner avec nous? Jamais. C'est un tel menteur, dit le plus jeune d'un ton détaché, comme s'il commentait la météo. Nous commençons à parler davantage après cela. Il me raconte toutes les fois où Eddie disait que j'étais occupé quand il m'invitait. Au cinéma, au mini-golf, ou à dîner chez leur grand-mère. À chaque fois, j'étais à la maison à ne rien faire. Je croyais que tu nous détestais, dit le plus jeune. Je croyais que vous me détestiez. L'aîné secoue la tête. On ne te connaissait même pas assez pour te détester. Papa a fait en sorte que ça reste comme ça. 3 semaines avant la date du procès. Eddie tente de contacter ses fils par l'intermédiaire de leur grand-mère. Elle appelle leur mère et transmet un message. Eddie veut voir les garçons pour s'excuser et s'expliquer. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? J'ai demandé à l'aîné. Qu'il peut s'excuser lors d'une thérapie familiale. Avec un conseiller nommé par le tribunal. Sinon, c'est non. Eddie perd apparemment les pédales quand il apprend cela. Sa mère rappelle leur mère en pleurant. Disant qu'Eddie fait une dépression nerveuse et que les garçons sont cruels. Elle a dit que nous étions en train de le détruire. Comme s'il ne s'était pas détruit tout seul, me confie le plus jeune. L'aîné est moins patient à ce sujet. Grand-mère n'arrête pas de dire qu'on doit lui pardonner parce que c'est la famille. Mais il ne vous a pas traité comme sa famille, alors que vous l'êtes techniquement. Alors, c'est quoi le concept de la famille pour ces gens-là? Je n'ai pas de réponse à lui donner. Une semaine avant le procès, l'avocat d'Eddie envoie une offre de règlement. Il remboursera 200 $, la moitié de la somme si papa abandonne les poursuites pour fraude. Et accepte que maman garde ma garde principale. Eddie renonçant à tout droit de visite ou de décision. Papa lit l'offre et rit, mais ce n'est pas un rire joyeux. Il essaie de s'acheter une sortie de secours. Est-ce que tu vas accepter, je demande. Non. Il a commis une fraude. Il ne peut pas s'en tirer en payant la moitié. Maman est d'accord. Il doit assumer les conséquences de tout ce qu'il a fait. L'offre de règlement est rejetée. L'avocat d'Eddie envoie une autre proposition 2 jours plus tard, 10 000 $. Et Eddie acceptera des visites supervisées uniquement si j'y consens. Toujours non, dit papa. Le jour du procès arrive. Nous arrivons en avance, et attendons dans le couloir devant la salle d'audience. Eddie arrive avec son avocat 10 minutes avant l'heure prévue. Il a l'air encore plus mal en point que la dernière fois. Son costume est froissé et son visage est gris. Il essaie de croiser le regard de maman, mais elle regarde le sol. Il essaie avec moi, mais je fixe le mur. Son avocat lui dit quelque chose, et il hoche la tête. Nous entrons. La juge est une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture retenues par une chaîne. Elle examine le dossier, puis regarde et dit. Monsieur Hay, vous avez reçu 400 $ de la part du demandeur en affirmant que cette somme servirait à des voyages familiaux incluant son enfant mineur. Est-ce exact? L'avocat d'Eddie se lève. Votre honneur, mon client conteste cette qualification. Je pose la question à Monsieur Hay, dit la juge. Monsieur Hay, avez-vous, oui ou non, dit à Monsieur Winters que l'argent était destiné à des voyages incluant son enfant? Eddie s'éclaircit la gorge. J'ai dit que l'argent aiderait à l'intégration familiale. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Eddie s'agite sur son siège. J'ai peut-être mentionné des voyages. Oui. Et avez-vous utilisé cet argent pour des voyages qui incluaient l'enfant? Silence. Monsieur Hay?
Non, votre honneur. La juge note quelque chose. Pourquoi pas? La dynamique familiale était compliquée. Répondez par oui ou par non. S'il vous plaît. Avez-vous utilisé l'argent comme vous l'aviez promis à monsieur Winters? Non. La juge regarde l'avocat d'Eddie. Votre client a-t-il des documents montrant comment l'argent a réellement été dépensé? L'avocat d'Eddie mélange ses papiers. Nous avons des relevés de dépenses générales pour le foyer, votre honneur. Mais rien qui soit spécifiquement alloué au fonds en question. Donc, aucune preuve documentaire montrant que l'argent a été utilisé dans le but annoncé. C'est exact, votre honneur. La juge retire ses lunettes, et fixe Eddie pendant un long moment. Monsieur Hay. Vous avez sollicité de l'argent auprès de l'ex-mari de votre femme sous de faux prétextes. Vous lui avez dit que cet argent servirait à inclure son enfant dans des activités familiales. Ensuite, vous avez systématiquement exclu cet enfant. Tout en empochant l'argent malgré tout. Comprenez-vous que cela constitue une fraude? Le visage d'Eddie devient écarlate. Je n'ai jamais eu l'intention de. L'intention n'importe peu. Quand on prend de l'argent sous de faux prétextes. Le fait que vous contestiez cela au lieu de réparer vos torts m'en dit long sur votre moralité. Elle remet ses lunettes. Je tranche en faveur du demandeur. Monsieur Hay. Vous rembourserez l'intégralité de la somme de 400 $. Augmentez des intérêts calculés à 7%. Vous avez 60 jours pour effectuer le paiement intégral. Sans quoi j'autoriserai une saisie sur salaire. L'avocat d'Eddie tente d'objecter, mais la juge le fait taire. C'est terminé. Affaire suivante. Nous sortons de la salle d'audience, et Eddie se tient dans le couloir. Son avocat lui parle, mais Eddie ne l'écoute pas. Il fixe maman. Diane, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste se parler? Maman ne s'arrête pas de marcher. Papa passe son bras autour d'elle, et ils continuent leur chemin. Je les suis, mais Eddie s'écrie, ce n'est pas fini. Vous avez tous monté mes fils contre moi. Mais je les récupérerai. Ils verront la vérité. Papa s'arrête, et se retourne. La vérité, c'est que tu es un menteur et un fraudeur. Et que tes fils ont fini par s'en rendre compte. Laisse-nous tranquilles, Eddie. Nous montons en voiture, et nous partons. Eddie est toujours là, planté dans le couloir. Ce soir-là, les deux fils d'Eddie m'envoient un message. L'aîné écrit, « Maman nous a raconté ce qui s'est passé au tribunal. » Tant mieux. Le plus jeune envoie, « Il a eu ce qu'il méritait. » Je réponds, « Est-ce que vous allez bien, tous les deux ?» L'aîné répond, « Oui. Ça va mieux maintenant que c'est fini. » Mais ce n'est pas vraiment fini. Pas tout à fait. 2 semaines plus tard, la mère d'Eddie se présente chez papa. Elle frappe à la porte, et c'est moi qui ouvre. Elle tient un plat à gratin. J'ai préparé ça pour ta famille, dit-elle. Je voulais m'excuser pour le comportement de mon fils. Je ne prends pas le plat. Vous devriez sans doute donner ça à Eddie. C'est lui qui a besoin d'aide en ce moment. Son visage se crispe. Il ne veut pas me parler. Il ne veut parler à personne. Je m'inquiète pour lui. Ce n'est pas mon problème. Il a fait des erreurs, mais c'est un être humain. Il souffre. Il m'a fait souffrir pendant 2 ans. Il a fait souffrir ses propres enfants. Alors oui. Je suppose que maintenant, c'est son tour. Elle pose le plat sur le porche, et s'en va. Je l'emporte à l'intérieur et je le jette. Sans même regarder ce qu'il y a dedans. Maman me voit faire, et ne dit rien. 3 semaines après, le fils aîné m'envoie un SMS. Papa a enfreint l'ordonnance de protection. Il s'est pointé à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? La sécurité l'a escorté dehors. Maman dépose une plainte pour outrage au tribunal. Est-ce qu'il va bien? Ton père? Enfin, honnêtement? Je ne pense pas. Il avait l'air vraiment mal, comme s'il ne s'était pas douché depuis des jours. Le plus jeune m'envoie un message séparé, je me sens mal pour lui.
Est-ce que c'est bizarre? Je réfléchis longuement avant de répondre. Non. C'est toujours ton père. Mais c'est une mauvaise personne. On peut être les deux à la fois. Eddie passe 2 jours en prison pour avoir enfreint l'ordonnance de protection. Quand il sort, sa mère appelle maman. Et la supplie de retirer l'ordonnance pour qu'Eddie puisse se faire soigner. Il a besoin de voir ses fils, dit la mère d'Eddie sur haut-parleur. Il s'effondre sans eux. La voix de maman est ferme. Il s'est effondré à cause de ses propres choix. Ce n'est pas à nous de réparer ça. Mais tu as le pouvoir de l'aider. Non. Il a le pouvoir de s'aider lui-même. En respectant les limites et en suivant une thérapie. On en a fini de l'aider. La mère d'Eddie raccroche. 1 mois plus tard, les fils d'Eddie m'apprennent que leur père a déménagé dans un autre état. Il vit chez son frère, et travaille dans un entrepôt.